Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette table ronde qui commence maintenant sur le thème de l'agriculture et de l'eau. Alors, on est sous le soleil, la place Saint-Martin à Vertou, la place centrale, tout près de la mairie. L'église n'est pas loin non plus. Agricultivons, c'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre d'une quatrième édition de cet événement, un temps convivial et pédagogique à destination des petits et des grands, destination d'un grand public, une opportunité de découvrir et de mieux comprendre l'univers du monde agricole. Agricultivons est un événement organisé par les organisateurs vertaviens et la ville de Vertou. Vertou, une commune de l'agglomération nantaise, vous le savez, des 23 000 habitants, et qui compte pas moins de 25 exploitations agricoles qui concourent à la structuration du territoire, à son équilibre et à sa richesse. Notons encore que la ville fait le choix de mettre en œuvre un plan d'action pour le maintien et le développement de l'agriculture à Vertou. Il a été initié en 2019 et renouvelé en 2022 sur le principe d'agir ensemble en partenariat avec les agriculteurs de Vertou, Nantes Métropole et la Chambre d'agriculture. Alors je vais me présenter, moi je suis Pascal Massiot, journaliste, cofondateur de Pop Média, un média en ligne nantais coopératif et citoyen. Et c'est Mathis Fouillet qui assure la réalisation technique de cette rencontre. Alors quelques mots d'introduction maintenant pour entrer véritablement dans le vif de notre sujet et avant de vous présenter nos 5 invités. L'agriculture est la première activité consommatrice d'eau avec quelque chose qui tourne autour de 60% du total, devant l'eau potable qui serait de 26%, le refroidissement des centrales électriques 12% et les usages industriels à un niveau de 5%. Dans un contexte de dérèglement et de réchauffement climatique, la bonne utilisation de cette ressource sans laquelle la vie ne serait pas possible revêt des enjeux énormes. L'eau est un défi majeur pour le XXIe siècle et les enjeux de la ressource sont dans le monde d'ordre sanitaire, économique, environnementaux bien sûr, des enjeux également politiques, voire géopolitiques. L'eau est donc un sujet d'attention particulièrement sensible, voire préoccupant. Elle fait la une parfois des médias, je pense notamment aux méga-bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et des mobilisations qu'elle suscite. Tout le monde a vu ces images d'opposants à ces grands réservoirs d'eau à ciel ouvert et le face-à-face très violent avec les forces de l'ordre. En France, en ce printemps 2023, le pays, dans certaines de ses parties, est d'ores et déjà impacté par une sécheresse qui déjà produit ses effets, notamment sur le pourtour méditerranéen. Mais qu'en est-il ici à Vertou, en Loire-Atlantique? Comment l'agriculteur et les agricultrices font face ici à Vertou à cette problématique d'une eau qui tombe parfois trop peu? Quelles sont les approches sobres, vertueuses, et voire innovantes pour une meilleure gestion de l'eau, une gestion durable de l'eau en agriculture? C'est ce que nous allons voir maintenant avec nos invités. Je vous le disais, ils sont 5. Un viticulteur, un éleveur de vaches laitières, un maraîcher et 2 arboriculteurs. Alors bonjour à Vincent Barbier, vous devez avoir un micro en face de vous. Bonjour. L'agriculteur, c'est vous. Quelques mots sur l'exploitation, le domaine des Trois Toits. 18 hectares en production, 2 hectares en repos. 4 personnes travaillent sur cette exploitation. Une production de raisin pour le vin tranquille, mais aussi du vin effervescent et des jus de fruits, du jus de raisin. L'année de création, c'est 2019 pour les trois toits. Et puis j'ai vu que vous communiquiez pas mal sur les réseaux, sur votre site également. Un complément à cette présentation? Non, c'est très bien amené. Voilà. Certifié bio depuis cette année, pour rajouter. Et Vincent, vous, quel rôle précis vous avez dans cette exploitation? Alors je suis le vigneron, donc gérant officiellement et administrativement. Très bien, merci d'être ici. Un éleveur, je le disais, en la personne de Dominique Dognaud, qui doit avoir un micro devant lui. Bonjour Dominique. Bonjour. Éleveur de vaches laitières et de génisses, 50 vaches laitières et 45 génisses. Voilà, c'est cela. C'est bien ça. Et puis de la prairie, évidemment, il faut nourrir ces animaux. Et donc oui, l'ensemble de la surface de la ferme qui sert à nourrir ce troupeau de vaches laitières et leur suite. 75 hectares en prairie, je crois. C'est cela. Et 18 hectares et 15 hectares de maïs et de céréales. C'est voilà. Ça fait 90 hectares. C'est cela. C'est tout à fait ça. Voilà, passé en bio depuis 2009 et puis
2 personnes actives sur l'exploitation. Oui, donc je travaille à plein temps sur l'exploitation et avec une personne salariée, donc Pauline qui est salariée à temps plein sur l'exploitation. Et vous êtes installé, vous, en 1998, prenant la suite d'un exploitant, d'un agriculteur qui prenait sa retraite, c'est bien ça? Voilà, c'est cela. Très bien. Alors, je continue le tour des présentations avec Jean-François Bonache. Bonjour. Bonjour. Ça Si, va, c'est il y a, bon, il y ça a un peu marche. de l'arsène. C'est comme dans les films, quand on prend le micro, il y a un peu de l'arsène. Jean-François Bonache, vous êtes maraîcher à la ferme du Vertou Bio. Tout à fait. Jeu de mots. Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est tout à fait ça. Alors la ferme du Vertou Bio, là aussi quelques repères concernant votre exploitation. J'ai un peu de vent dans mes fiches, donc j'essaie de tenir un petit peu mes fiches justement. Vous êtes installé en mai 2018, Oui, c'est ça. Alors vous êtes situé au rond-point du vignoble, près de la gendarmerie, pour avoir des repères. exactement, oui. 8500 mètres carrés de... Voilà. de terre. Voilà. Exclusivement, enfin surtout de la cueillette de fraises en fait sur cette parcelle-là, avec mon point de vente de légumes. Et j'ai aussi une autre parcelle, 3 km, un peu plus dans les terres, où j'ai une grande serre en verre où je cultive tous mes légumes là-bas. C'est la saison des fraises, là, on est dedans. On est tout juste. Tout juste là. Tout juste. Et puis vous produisez un grand nombre de légumes bio diversifiés en maraîchage sur sol vivant. Tout à fait. C'est quoi le sol vivant? Pour faire simple, c'est d'éviter au maximum de travailler le sol, notamment les labours. Éviter D'accord. le labour. Donc Voilà. on fout la paix un petit peu à... Voilà, on laisse la vie du sol travailler pour nous. Voilà, très bien. Michel Delemot, bonjour. Bonjour, Le domaine que vous connaissez bien, c'est les coteaux nantais, tout à fait. arboriculteur. Arboriculteur, producteur de fruits. Voilà. Alors Pomiculteur, on pourrait dire aussi, mais comme on ne fait pas que de la pomme. pomiculteur. Alors une exploitation qui a été créée il y a longtemps, hein, il y a 80 ans cette année. Ça va faire 80 ans, tout à fait. C'est ça. Tout à fait, ça fait 80 ans, en 1943. Voilà, 1943. Alors vous êtes bio depuis 1970. Hein. En bio depuis 1970. Voilà, donc c'était très novateur à l'époque. Alors à l'époque c'était novateur, c'était même pas bien vu d'ailleurs. C'était pas bien vu par l'ensemble de la profession. Parce que il se disait plutôt dans la profession, oh là là, ce sont des gens qui nous ramènent les maladies, enfin voilà, c'était pas bien vu au départ. 103 hectares de terrain, c'est ça? 103 hectares de terrain, à peu près 85 hectares de plantés. Voilà, sur 6 sites. Sur 6 sites différents autour de Nantes, Production. dont celui de Vertou qui est la maison mère. Du kiwi, des fraisiers, des coings, une grosse activité de transformation de fruits avec plus de 200 produits différents. C'est cela, tout à fait. On réalise un peu plus de 200 produits en produits transformés, tout à base de fruits et tout en bio. Donc, Et en biodynamie, pour voilà. la grande partie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette présentation, somme toute assez complète? Non, ça va. Voilà, donc Michel Delemot donc, pour ce domaine, les coteaux nantais. Et puis Jacques Cassard est avec nous également. Bonjour Jacques. Bonjour, Arboriculteur. également, oui. Voilà, là aussi évidemment à Vertou, vous faites partie de ces 25 exploitations, domaines Oui. agricoles ici présents. Donc 6 hectares et demi, je crois, de domaine C'est bien ça, Avec- en exploitation, ouais. en production, En production. de pommes et de poires. Pomme-poire. Alors on connaît la poire Gala, mais vous m'avez dit qu'on a préparé cette table ronde, il y avait des variétés, moi, avec des noms assez poétiques, les pattes Ah. de loup, En pomme. en pommes, Oui, pâte de loup, oui. pattes entre de autres. loup, les draps d'or. Drap d'or, oui. Ça c'est une variété nantaise. Typiquement nantaise. Typiquement Son deuxième nom est Chailleux, pour Chailleux. ceux qui connaissent. Et puis en poire, on connaît la conférence. Oui. Et Concorde. Concorde aussi. 2 personnes travaillent en permanence sur À le l'année. domaine, mais il y a des saisonniers Et bien sûr. voilà, donc ce qui représente environ 2 autres personnes en équivalent temps plein sur l'année. Et on verra que vous avez certaines poires notamment qui sont très sensibles à l'eau, au manque d'eau, au stress hydrique. Oui, Comme, je l'ai évoqué voilà, également. c'est ça. Dominique Degnaud, je vais commencer avec vous, puisqu'on va parler de cette ressource en eau. Je le disais dans mon introduction, c'est un sujet évidemment, pas de vie sans eau, mais aussi eau synonyme parfois de tension, d'affrontement,
géopolitique. Quand on pense en Palestine, par exemple, c'est un enjeu vraiment géopolitique, mais on revient à là, à cet horizon là de Vertou. Vous, l'eau, vous en avez besoin quand particulièrement? Quand est-ce que cette ressource est particulièrement précieuse, vous qui élevez ces 50 vaches laitières et ces 45 génisses? Alors je pense que je vais être un peu comme mes collègues, on en a besoin un petit peu tout le temps. Et l'idéal, ça serait d'en avoir un petit peu tout au long de l'année. Maintenant, on sait que nos latitudes ne permettent pas de ça. Et donc effectivement, nous, les principaux usages aujourd'hui, c'est l'abreuvement des animaux, mais qui n'est pas finalement la ressource qui consomme le plus. Et puis après, c'est s'assurer que les terrains soient suffisamment approvisionnés donc en pluviométrie, de façon à pouvoir générer les productions de fourrage qui seront nécessaires pour nourrir les animaux et donc pour pouvoir produire l'alimentation, les produits alimentaires qui sortent de notre exploitation. La ressource cette année, c'est pas pire que l'an dernier, c'est quand même mieux là, au moment où on se parle, ce 12 mai. Au moment où on se parle, c'est-à-dire la difficulté de l'eau, c'est que soit on le regarde sur le temps court, et si on le regarde sur cette semaine, effectivement, pour un certain nombre d'entre nous, elle nous a peut-être plus posé problème que rassuré. Ou après, je pense qu'on est dans une situation finalement qui était relativement tendue en début d'hiver, et on a la chance, mais ce qui n'est pas le cas finalement de toutes les régions de France, et on le voit un petit peu tout le temps, d'avoir entre guillemets un peu récupéré les retards qui avaient pu être pris. Et je voudrais quand même souligner une chose, c'est que les volumes tombés chaque année sont à peu près les mêmes. Après, on observe à certains moments des concentrations ou des périodes sans pluie plus longues et des périodes finalement où on a de la pluviométrie qui peut être avec des quantités beaucoup plus importantes sur les temps courts. Et c'est plus ça qui finalement peut poser problème. Et puis une deuxième chose qui est quand même vraiment essentielle dans les besoins et dans la disponibilité en eau, c'est le fait de se retrouver à avoir notamment des températures très hautes pendant des périodes alors plus ou moins longues, et je pense que c'est plus ça effectivement qui nous a inquiétés, notamment sur l'été dernier, où en fait on a eu un été sec, mais sans doute pas plus que d'autres années, mais par contre on a eu plusieurs semaines avec des températures très très hautes, et donc qui nécessitent et qui créent des évapotranspirations relativement importantes et qui finalement mettent à mal de façon importante la ressource. Jacques Cassard, pour l'arboriculteur que vous êtes, ce producteur de pommes et de poires, le besoin en eau, il connaît des pics, des saisons plus basses. C'est quoi vos besoins en eau, vous? Écoutez, c'est vrai que pour un arbre fruitier, la couverture des besoins est plutôt sur la période estivale. Donc c'est pratiquement essentiellement juin, juillet, août. Et accessoirement mai et septembre. Mais c'est plutôt sur 3 mois de l'année. Donc c'est là où il nous faut une disponibilité en eau pour les arbres. S'il y a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Et s'il n'y a pas assez d'eau, qu'est-ce qui se passe pour vos pommes et vos poires? Pour le profane que je suis. Hein. Alors s'il n'y a pas assez d'eau, eh bien, ça a un impact direct sur la production, le calibre et donc le rendement. Et même si on va plus loin, sur le niveau de mise en réserve dans l'arbre, sur son fonctionnement. Donc on peut handicaper les récoltes futures pour les années suivantes. Et à l'inverse, s'il y a trop d'eau, donc même si nous on apporte trop d'eau sur nos vergers, il peut y avoir des excès de vigueur, des excès de pousse, des problèmes derrière de conservation, des calibres de fruits trop importants, donc des gros soucis de conservation ou même de qualité gustative. Donc il faut trouver le juste milieu. Jean-François Bonnage, pour le maraîcher que vous êtes, là, du côté de la ferme de Vertou Bio, est-ce que par exemple un excès d'eau, c'est un facteur de développement de certaines maladies et le stress hydrique là aussi a des inconvénients du type de ceux que soulignait M. Cassard à l'instant? Complètement, oui. On a eu le cas cette année avec notamment la carotte de conservation, où dans son développement... Alors c'est quoi la carotte de conservation? C'est celle qu'on va garder tout l'hiver. Donc qui pousse de juin jusqu'à septembre-octobre. Et en fait, nous, on n'avait plus d'eau dans notre étang du 1er août au 1er novembre. Et du coup, on a dû faire des choix. Même si on était alimenté par le réseau d'eau, on a fait le choix de ne pas les arroser. On les laissait se débrouiller toutes seules. Cet étang étant la réserve en eau de votre exploitation ? Ma réserve, voilà. La réserve en eau de la ferme, qui fait à peu près 3000 m3.
Jusqu'à présent, enfin les années précédentes, ça suffisait pour alimenter à peu près 1 hectare, dont 4000 m² de serre. Mais là, avec l'année dernière qu'on a eue, non, ça a été très compliqué. Et notamment, donc, les carottes se sont très difficilement développées. Et dès qu'il y a eu les premières grosses averses fin août, début septembre, on a eu quelques orages. Là, elles ont carrément éclaté du fait que elles ont grossi d'un seul coup en fait. Et Ça c'est pas commercialisable, on peut rien en faire du coup. Non, voilà. C'est fichu. C'est ça. Donc on en a récupéré quelques-unes quand même, mais globalement, voilà, ça a eu un gros impact sur le rendement en fait. Michel Delomo, j'imagine que vous retrouvez dans les propos là, de vos collègues, en quelque sorte, entre guillemets. Oui, complètement. Oui, de ce qu'a dit Jacques, c'est complètement ça. C'est-à-dire que il y a l'eau, on parle beaucoup de l'eau, mais vraiment les effets pour nous, producteurs de fruits, il y a un double effet. Il y a l'effet eau, où là, comme l'an passé, 2022, il a fallu commencer les arrosages, comme l'a dit un peu Jacques, très tôt, c'est-à-dire qu'au mois de mai. Là, cette année, puisque la question a été posée tout à l'heure, c'est vrai que cette année, on se dit on va peut-être commencer à arroser dans un mois, mais pas avant, et tant mieux. Et surtout, c'est qu'on a aussi arrosé tard. Il a fallu arroser jusque fin septembre. Et ça, quand on n'a pas de réserve suffisante, on peut être embêté et on peut mettre en péril la récolte qui est en cours et la récolte des années suivantes, quoi. Mais justement, quand on n'a plus de réserve d'eau, on va la chercher où l'eau ? Ah, alors ça c'est une vraie question. Il faut s'arranger, comme l'a dit François, tout ça. Il faut s'arranger pour essayer entre guillemets d'économiser. Et il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix de culture aussi. Se dire, il y a peut-être une partie de nos vergers. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait sur un de nos vergers. Il y a une partie qu'on n'a pas arrosée parce qu'on s'est dit de toute façon on ne passera pas l'année. Donc il y a 2 hectares sur un de nos vergers qu'on n'a volontairement pas arrosé. Parce qu'on allait manquer d'eau et on a bien fait. Ça nous a permis au moins de pouvoir continuer à arroser le reste le temps où on a eu besoin d'eau. Cet hectare, il est sacrifié en quelque sorte ? Ah, il a été sacrifié complètement. C'était un hectare de poirier qui a été quasiment sacrifié, quoi. Tout à fait. Parce qu'en plus, il a fait très très chaud. Donc un arbre sans eau au bout d'un moment, dans un milieu un petit peu... C'est sur des terres très rocailleuses. Donc où l'eau est difficile à aller chercher, des jeunes arbres, enfin pas très vieux. Donc ces 2 hectares sont, enfin voilà, on se pose la question parce que même cette année ils sont très 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 mal repartis. On risque certainement de les arracher. Vincent Barbier, vous qui êtes viticulteur, je le rappelle, au domaine des 3 toits, on le sait. La vigne est très sensible à l'eau, il ne faut pas qu'il pleuve à certaines périodes. Là aussi, il peut y avoir des développements de maladies. Là, comment vous regardez cette ressource en eau ? Ça tombe suffisamment, pas assez ? Ça tombe au bon moment ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors là, moi, je suis particulièrement heureux en ce moment. J'ai de l'herbe partout dans ma vigne. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout et je regarde ça avec grand plaisir. J'ai un sentiment d'équilibre en ce moment. Effectivement, on a eu beaucoup d'eau sur les dernières semaines, on en a eu correctement au mois de mars, on n'en a pas eu du tout au mois de février. Donc on est toujours dans ce principe quand même moyen, court terme, long terme, c'est pas encore bien stable. On est à 650 mm sur un an, c'est pas le délire, ça, voilà. Ce serait bien, quelle quantité serait idéale ? Entre 600 et 800, quoi. Et à nouveau, ça c'est pas une réponse très, très claire ce que je dis, ça dépend. Hein. Si tu prends 200 mm d'un coup, c'est zéro, quoi. Bien sûr. Alors nous, on cultive une plante qui est plutôt qui bénéficie d'un stress hydrique. Hein. Pour faire du bon vin, il vaut mieux avoir un peu de stress hydrique. Ça fait monter un peu la concentration, c'est ça. Donc voilà, mais je rejoins mes collègues évidemment. On a vécu un été 2022 très compliqué. Donc par exemple, on a planté nous des jeunes vignes et il a fallu les arroser. On n'a pas le droit d'arroser une vigne en production. Et on peut arroser une plante, donc une jeune vigne. Et c'est un cauchemar d'arroser une vigne. C'est un cauchemar. C'est pas du tout. Intellectuellement, c'est très compliqué à accepter. Et alors logistiquement, c'est n'importe quoi. Et puis on était sur forage au domaine et on a arrêté le forage, donc on est passé sur l'eau de la ville. Donc la nouveauté cette année, c'est qu'on capte l'eau de la pluie. On a tout réaménagé, on guide l'eau vers des cuves. Voilà, on essaie d'avoir
de la réserve en eau, quoi. Donc pour gérer aménager, ça. voilà, d'optimiser finalement la ressource, c'est ce que vous nous dites. Vous avez des nouvelles de collègues viticulteurs du sud de la France? J'évoquais ça dans mon Oui, intro. exactement. Là, ce matin encore en me levant, hein, des posts sur Facebook de collègues du sud là, qui sont au fond vraiment au bord de la dépression, hein, des vignes qui sont à 60 mm sur 365 jours et qui sont en train de se développer et qui piquent du nez en ce moment. Incroyable. Hein. Donc elles vont mourir définitivement, avec des très mauvaises mises en réserve l'année dernière. Donc la mise en réserve, c'est une notion un petit peu abstraite. C'est-à-dire, expliquez-nous. Une plante, elle va produire son fruit, elle va produire, et surtout bien sûr les plantes pérennes. Hein. Et puis une fois qu'elle a produit, qu'on récolte, elle continue à faire de la photosynthèse, à faire des sucres, et elle stocke dans ses réserves pour l'année suivante. Quand c'est la crise, qu'elle ce soit de l'eau, manque d'eau ou trop de chaleur, tout ce système-là de stockage ne fonctionne pas. Donc à la reprise l'année suivante, c'est très 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 compliqué. On observe des choses un petit peu étonnantes. Et là, les collègues du Sud, déjà, n'avaient pas fait de réserve. Et là, la vigne, elle est en train de mourir en ce moment. Et on est juste même pas à mi-mai, quoi. Ouais, c'est assez dramatique. Incroyable. On a plus de chance, entre guillemets, ici. Alors là, nous, on est très chanceux. Là. Ouais, et une pensée, évidemment, pour ceux qui souffrent en ce moment. Et on imagine mais ça l'état... nous pend au nez, hein, sincèrement. Ouais, Surtout que nous, on est sur des régions où on n'a aucun moyen de stockage d'eau dans les sols. On n'a pas d'argile, nous, ici. Donc, on sèche direct. D'accord, ok. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Une question que j'avais envie de vous poser, vous qui êtes éleveur, et arboriculteur, et viticulteur ou maraîcher, la ressource en eau par rapport à un particulier comme moi, elle vous coûte moins cher au litre, c'est ça. J'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie. Monsieur Delemot, on est sur un rapport de quoi par rapport à une activité particulière? On peut comprendre d'ailleurs que... Ça dépend ce que vous voulez dire, nous coûte moins cher. C'est-à-dire que c'est d'abord, on essaie d'utiliser une eau qui n'est pas traitée. Ça c'est sûr, qui n'est pas traitée, malgré que même si c'est une eau de pluie qu'on stocke, si on a des réserves d'eau, on stocke de l'eau de pluie qui tombe sur nos terrains, qui tombe sur nos bâtiments. On va la stocker donc l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. Cette eau-là, elle a quand même un coût. Elle a un coût parce qu'aujourd'hui, on paye une redevance à l'agence de l'eau. On paye une redevance sur tous les mètres cubes qui servent à irriguer nos terrains. Donc, elle a quand même un coût, quoi. Elle a quand même un coût. C'est vrai qu'il est moins élevé que pour un particulier, mais si un particulier a une cuve chez lui, qui va stocker son eau, il va s'en servir pour irriguer son jardin ou ses plantes, ça va lui coûter zéro. Parce que nous producteurs, nous professionnels, ça va nous coûter, puisqu'on a quand même cette redevance à payer au mètre cube d'eau consommée. Voilà, mais c'était pour donner un repère par rapport au prix du litre, moi que je paye, c'est un rapport de 1 à 3 environ. C'est de 1 à 4. 1 à 4. C'est 1 à 4. 1 à 4. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Très bien. On va continuer. On parle toujours de cette ressource de l'eau ici avec vous. 5 exploitants agricoles ici. D'ailleurs, je dis exploitants agricoles. Est-ce que c'est une définition qui vous plaît? Oui, exploitant agricole, ça va très bien. Ouais. Et je vous laisse la parole 2 secondes. Dans vos charges, quel rang la dépense en eau occupe-t-elle? C'est quelque chose qui est vraiment une dépense importante? Elle est plutôt au milieu de tableau, plutôt en fond de tableau? C'est jamais une dépense qu'on compte comme ça. Ah. Puisque quand je vous dis l'eau, elle a un coût, le mètre cube d'eau a un coût, oui, c'est cette redevance. Mais je veux dire, si on n'arrose pas, le coût, comme le disait Vincent tout à l'heure, une vigne, quand on voit une vigne qui est en train de crever, quand on voit nos arbres qui sont en train de crever parce que on les a pas irrigués l'an passé, le coût il est énorme, Donc c'est vrai que on les chiffre pas parce qu'on se ferait peur. Mais comme le disait Jacques tout à l'heure, si toutefois on manque d'irrigation en pleine période ou au moment où l'arbre va mettre en réserve, enfin, les cultures pérennes, comme le disait Vincent aussi, le coût on peut pas l'estimer. Où les arbres ils vont mal fleurir, ou la vigne va mal ressortir, et ce coût-là, c'est difficile à calculer. Et notre métier, il est là. Notre métier, justement, de producteur, c'est de s'arranger pour que la plante puisse faire ses réserves pour l'année suivante et les années suivantes. Donc il y a toute une stratégie finalement, un savoir-faire évidemment que vous avez. C'est le savoir-faire et surtout l'observation de la nature. Et travailler avec la nature. C'est-à-dire que... Travailler avec la météo. Ouais. Regarder ces plantes. C'est-à-dire que si on voit que
enfin, je prends l'exemple des arbres fruitiers parce que c'est notre métier. Si on voit que les arbres sont vraiment trop chargés en fruits, ne pas hésiter à enlever des fruits de l'arbre pour éviter qu'ils fatiguent. Une année chaude, une année voilà, où quand on voit qu'il n'y a pas d'eau de pluie qui arrive, eh ben on va éclaircir les arbres très durs, même si on le fait manuellement. Ça coûte de l'argent, c'est sûr aussi. Mais si on veut continuer à produire pour les années suivantes, il ne faut pas trop demander à l'arbre non plus. Dominique Degnaud. Sur la question du coût, je trouve que c'est important de rebondir. C'est-à-dire, moi je considère qu'en fait, le coût, puisque dans un élevage, c'est principalement l'eau de la pluie qui va finalement bénéficier. Moi, je n'ai pas d'irrigation sur mon exploitation, mais je pourrais en avoir. Mais le vrai impact, c'est qu'à partir du moment où la plante ne se développe pas, donc il n'y a pas les rendements escomptés, il n'y a pas de production et donc il n'y a pas de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc en fait le coût, la difficulté c'est que l'eau quand on ne l'a pas, elle n'est pas forcément disponible. C'est-à-dire on n'a pas de plan B. Et je crois que c'est important de se dire ça, que assez souvent la vraie inquiétude c'est de se dire qu'il n'y a pas de plan D. S'il n'y a pas de plan B, s'il n'y a pas d'eau, on est obligé de faire des choix drastiques. Et je vois en élevage ça peut se traduire, et ça s'est traduit certaines années par le fait d'être obligé de baisser le nombre d'animaux présents. Ça c'est une possibilité si on n'a pas de fourrage disponible, voire même de déplacer des animaux dans des endroits où on n'avait pas prévu. Enfin voilà, c'est une adaptation de stratégie, et en fait je crois que sur chaque exploitation on est en train de mettre des stratégies comme celle-ci en place, et surtout je pense par rapport à une période encore assez récente, c'est-à-dire il y a 10 ou 20 ans, on se rend compte que le nombre de stratégies et le nombre de choses qu'il faut aujourd'hui envisager est beaucoup plus conséquente que finalement il y a 20 ans ou il y a 25 ans où on était finalement dans des conditions un peu différentes. Et c'est surtout ça qui a vraiment changé à mon avis. Et avec une évolution du climat qu'on ne peut pas préméditer très précisément, il y a quelque chose qui s'emballe un petit peu, qui est la prédiction climatique, elle est difficile à opérer. Évidemment, mais je pense que tout le monde vit les mêmes choses, tout le monde regarde ces choses-là. On voit effectivement des phénomènes, alors notamment, je l'ai souligné, mais mes collègues l'ont souligné aussi, les températures très hautes sur des périodes courtes sont vraiment des choses qui impactent beaucoup, même pour les gens qui ont suffisamment, pour les exploitations qui ont suffisamment d'eau disponible. On se rend compte que même pour celle-ci, c'est compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, force est de constater que ce qu'on voit dans le sud de la France, qu'on voit en Espagne, qui sont des choses quand même relativement soudaine, c'est-à-dire on voit que l'amplitude finalement de ces phénomènes-là, il a quand même tendance à s'accentuer. Et donc la vraie question c'est de dire si ça continue au même rythme, peut-être que nos régions elles vont avoir aussi des impacts rapides. Voilà, donc ça je pense que c'est dans la tête quand même de tous les gens qui produisent de l'alimentation aujourd'hui. Mais ça doit être très anxiogène pour vous tous, là, cette gestion de la ressource en eau, avec ce climat qui se dérègle. Comment Monsieur Cassard, vous qui êtes arboriculteur, comment vous le vivez ça finalement? Et comment vous optimisez cette ressource? Quand on est exploitant agricole, faut pas être trop stressé. Vous avez un grand sourire, vous ne l'êtes pas. Autrement, faut changer de métier. Donc voilà. Alors, et puis je voulais revenir sur la question des coûts. Alors, on a en tête le coût du mètre cube, on va dire, de l'eau. Mais après, nous, sur nos exploitations, en tout cas concernant le domaine Arbo, il y a toutes les installations d'irrigation. Et ça coûte extrêmement cher. Il y a les installations de pompage, les installations de forage, les réseaux d'irrigation enterrés, le système de goutte à goutte. Si on veut gérer le plus finement possible la ressource en eau, c'est-à-dire l'économiser et l'utiliser à bon escient pour le végétal, il faut que ça soit le plus efficient possible. Donc on essaye d'installer des systèmes goutte à goutte assez performants avec des horloges, des électrovannes et puis un réseau le plus fiable possible pour pas qu'il y ait de déperdition. Et tout ça, ça coûte mais extrêmement cher. L'aspersion, par exemple, vous procédez à l'aspersion de temps en temps parce que vous avez des fruits très très sensibles à la ressource en eau. Alors oui, ça on peut être confronté à ce genre de problème. Moi sur la partie la plus ancienne du verger, en premier lieu c'est une installation d'aspersion qui avait été mise en place, puisque c'est des terrains extrêmement filtrants, des terres de coteaux, ça ne retient pas l'eau. L'aspersion, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, en 2 mots, c'est envoyer de l'eau par-dessus les arbres pour irriguer et pour, on va dire, remettre de l'hygrométrie sur toute la canopée. Donc voilà, c'est comme
Comme pour nous, des fois, on apprécie des bonnes douches. Nos arbres fruitiers, ils sont un peu pareils. Alors, sauf que ça a d'autres problématiques. Les maladies, entre autres, peuvent se propager plus facilement. Mais moi, depuis plusieurs années, je suis basculé sur tout le verger en goutte à goutte pour économiser au mieux la ressource en eau. Mais parfois, lorsqu'il y a des gros coups de chaleur, et pour certaines variétés, donc en poire, c'est surtout conférence, mais en pomme, il y a des variétés comme Cox Orange ou Boskop qui apprécient un petit coup, on va dire, d'irrigation par-dessus pour maintenir une hygrométrie suffisante dans l'air pour pas qu'il y ait de brûlure sur les fruits ou de brûlure du feuillage ou un blocage de la photosynthèse qui fait qu'après on a un blocage de rendement et plus de calibre et voire des arbres qui peuvent passer l'année un peu difficilement pour la poire, ça peut être ça. Donc des fois des petits temps d'aspersion d'une demi-heure le matin permet juste de passer la journée correctement. Monsieur Delhomme, vous qui êtes arboriculteur également, c'est les mêmes Oui. techniques, Alors, les mêmes investissements Je vais juste rebondir sur ce que dit Jacques. C'est vraiment important ce qu'il vient de dire parce que nous, on est en goutte à goutte partout. On a été les premiers en Europe à installer le goutte à goutte en 63 sur les arbres fruitiers. Mais ces variétés que vient de citer Jacques, qui sont Cox Orange et Boskop, on en fait quasiment. Nous, on n'en fait plus parce que juste nous, on n'a pas de. Enfin voilà, on irrigue que par le goutte à goutte. Et c'est vraiment des variétés qui ne résistent pas à la chaleur et au coup de chaud. Donc c'est des variétés qu'on a arrêté de faire nous parce que c'est trop compliqué quoi. Ça veut dire ce que vous êtes en train de me dire tous les deux, c'est que la stratégie c'est aussi de changer de variété de fruits. C'est aussi d'adapter les variétés. C'est ce que disait tout à l'heure Dominique aussi un peu. C'est vraiment c'est s'adapter aujourd'hui. Enfin tout agriculteur qu'on soit viticulteur, qu'on soit maraîcher, qu'on soit arboriculteur, il va falloir dans les années à venir il va falloir se remettre en question. Ça va être les cépages, ça va être les porte-greffes, ça va être les variétés, avoir des plantes peut-être plus résistantes ou peut-être plantées différemment. Et ça, il va vraiment falloir en tenir compte parce que, enfin voilà, dans le paysage aujourd'hui, il y a des variétés si on ne les fait plus, on va les faire dans le nord de la France, mais je veux dire, il ne faut pas non plus baisser les bras, quoi. Il ne faut pas que baisser les bras non plus, quoi. Mais Monsieur Delhomme, vous êtes déjà dans cette démarche d'adaptation. Ah complètement. Ouais. On est déjà dans cette démarche d'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on choisit une variété de fruits entre autres, eh bien, dans les critères de choix, on va vraiment tenir compte de sa rusticité et de son besoin en eau ou de sa résistance à la température. Parce que vraiment, quand on parle de l'eau, c'est pas parce qu'une plante aura les pieds dans l'eau qu'elle va mieux résister qu'une autre qui n'aura pas les pieds dans l'eau s'il fait 40 degrés. Parce que s'il fait 40 degrés, nous, qu'est-ce qu'on fait avec 40 degrés? On met un chapeau, on se met à l'ombre. La plante, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc c'est vrai qu'elle a des phénomènes qui vont faire que elle va arrêter un peu son évapotranspiration, c'est-à-dire elle va arrêter de rejeter de l'eau dans l'atmosphère pour se la garder pour elle, mais elle va arrêter son blocage. Elle va se mettre un petit peu comme la période d'hiver, on va dire un petit peu en hibernation, mais différente, liée différemment, mais en pleine période où on a besoin que les fruits grossissent, que les fruits viennent à maturité, et si ça manque d'eau, ça le fera pas, quoi. Vincent Barbier, pour la vigne, on peut adapter une vigne qui supporterait plus la chaleur, là, Oui. à l'instar de ce que nous dit Monsieur Delhomme, ce que nous disait Monsieur Cassard. On peut faire ça pour la vigne ou les jeux sont faits d'ores et déjà? Donc on joue là en ce moment nous sur tous ces paramètres-là. On vient de replanter la semaine dernière et on a choisi des porte-greffes qui vont nous permettre de Alors expliquez vraiment, on fait de la pédagogie aujourd'hui. Les arbres, les vignes, etc. On greffe sur des porte-greffes, donc des plantes qui ne sont pas forcément fructifères, mais qui ont des capacités de résistance à divers aspects maladifs. Et on a toute une variété de végétales qui ont des différentes qualités, différentes propriétés. Entre autres des enracinements plus ou moins profonds versus plus ou moins superficiels, etc. Et des résistances à des stress hydriques plus ou moins marqués, quoi. Donc il faut choisir ces porte-greffes maintenant. C'est un choix fondamental en fonction de ça. Et l'autre aspect du chapeau, on plante des arbres. On plante des arbres à côté de nos vignes pour faire de l'ombre à nos vignes. Et maintenant, quand on plante une vigne, on nous dit toujours qu'il faut planter dans l'axe nord-sud pour avoir le meilleur ensoleillement sur le raisin. Je suis en train de changer d'avis et il faut mieux planter est-ouest pour avoir le moins de soleil sur le raisin parce que finalement on crame, on grille
Donc on est de obligé l'ombre d'arbitrer et tous de ces l'ombre. paramètres. C'est des stratégies très fines finalement. Bah oui, oui. Puis c'est du très long terme, là, pour le coup. Quand on plante un arbre ou une vigne, c'est pour 50 ans, 20 ans. Bien Enfin sûr. bref, on ne peut pas changer en cours de route. Je fais tourner la parole et je voulais m'adresser à Monsieur Bonache, vous qui êtes maraîcher. Est-ce qu'il y a des stratégies également dans le maraîchage de l'ordre de ce qu'on a entendu ici? Oui, bah, tout à fait. Nous, par exemple, en maraîchage sur sol vivant, nous on mise beaucoup sur le paillage, notamment organique, enfin, un paillage type paille. Alors Pour- pareil, je demandais de faire beaucoup de pédagogie, le paillage, c'est-à-dire on met c'est une sorte de c'est pas du couvert végétal, mais c'est des choses qu'on met au sol. Alors, ça peut être aussi du couvert végétal, D'accord. c'est aussi notre stratégie. L'idée, c'est d'avoir une canopée au sol, donc de maintenir le frais et l'eau surtout au niveau du sol. Donc, éviter l'évapotranspiration, enfin, l'évaporation et l'évapotranspiration des plantes. Ça c'est très important dans la stratégie, c'est éviter que l'eau s'en aille finalement Oui. et de la maintenir au sol. Voilà. Et du coup, on va notamment éviter de travailler le sol, la terre, la laisser à nu. On va plutôt la pailler, la couvrir. Donc soit par du paillage, soit par de la matière vivante comme des plantes. Et aussi, on est en train de voir là, au sein des maraîchers du vignoble, là, parce qu'on a un petit réseau, de revoir en fait nos planifications sur nos cultures, d'avancer certains semis ou certaines plantations pour qu'elles aient suffisamment de réserves, hein, qu'elles aient fait le plein d'eau en fait, si on peut dire, pour supporter l'été, ou voire de passer l'été, de décaler plus tard en arrière-saison. Donc on décale les semis ici, c'est notre stratégie. Ça c'est des réflexions très récentes, c'est ces toutes dernières années là que les choses bougent à ce niveau-là. Ouais. Cette adaptation elle est absolument indispensable, c'est pas il y a 20 ans là, ça se passe ces 4-5 dernières années, c'est ça? Tout à fait, oui. Tout Ouais. à fait, ça a été très très court et puis on a vraiment vu les changements là depuis 3-4 ans. Ouais. Dominique Dognaud, vous qui êtes éleveur, est-ce qu'on peut dire à une vache de moins boire pour économiser les... Non, je plaisante un peu, mais comment on peut optimiser, quand on est éleveur, cette ressource en eau qui est si précieuse et qui devient si rare? Alors, sur l'abreuvement, c'est comme pour toutes les autres espèces animales, y compris l'espèce humaine. Demander de moins boire, c'est quand même très compliqué. Alors après, il y a du vin, donc voilà, il faut quand même savoir saisir les opportunités. Mais les vaches en boivent moins. Mais les vaches, les vaches, c'est assez compliqué de leur expliquer de boire moins. Donc là, on voit bien que sur cette ressource-là, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'elle doit être disponible, accessible, et que voilà, donc ça peut poser quelques soucis. Hein. On voit qu'on peut être confronté à des moments où notamment, moi j'ai une exploitation qui est entièrement raccordée sur le réseau d'eau. Donc en fait, tout à l'heure, la question du coût était abordée. Bon, moi je suis pas sur une logique 1 par 4 parce qu'en fait, nous on ne paye pas la part d'assainissement puisqu'il n'y a pas d'assainissement sur ces volumes-là. Mais après, on paye le même prix. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y faire attention et on y fait attention. On essaye aussi de recycler aussi des eaux qui peuvent servir à certains moments. Je pense par exemple pour le lavage du matériel de traite, des eaux qui peuvent servir ensuite pour faire du lavage de matériel ou des sols ou des choses comme ça. On essaye d'avoir des usages comme ça. Et puis après sur la partie culturelle, moi concrètement, ma seule capacité de stocker, c'est les sols. Donc c'est comment on est capable d'avoir des sols qui soient finalement les plus favorables au fait de maintenir des quantités d'eau importantes, les plus importantes possibles. Mais il n'empêche que quand on arrive dans une période où finalement les 15, 20, 25 premiers centimètres sont secs, eh bien en fait nous dans tous les cas on a des plantes qui ne sont pas capables d'aller chercher plus loin, ce qui est la grosse différence avec les arbres. Voilà. Et donc sur mon exploitation, moi c'est plutôt aujourd'hui de répartir le risque. Et c'est de se dire, il y a une partie qui est en herbe. Je continue de faire du maïs parce que cette parcelle, c'est cette culture-là qui effectivement est consommatrice d'eau l'été, mais a une capacité aussi à pouvoir se rattraper des fois en fin de saison. Donc j'en fais moins, mais je continue d'en faire. Et puis je complète avec d'autres types de céréales. Et la logique, c'est plutôt de se dire, puisque les années, on a une pluviométrie qui peut tomber à certains moments, et on va garder finalement, on va répartir le risque sur plusieurs cultures. Moi, c'est la stratégie aujourd'hui qu'un certain nombre de mes collègues adoptent.
pour pouvoir s'assurer d'avoir quand même la quantité totale de fourrage dont on a besoin en fonction du cheptel que l'on a. Pas avoir un dommage total sur toute l'exploitation, évidemment, qui serait dramatique. On le voit, hein, c'est-à-dire on a passé ces dernières années, des années où finalement les cultures d'été ont été très très compliquées. Et puis on a eu à l'inverse des fois des problèmes avec des productions herbagères plus compliquées au printemps et qui se rattrapaient parfois à l'automne. Et puis des cultures d'été qui se sont bien passées parce qu'on a eu un petit peu d'eau un peu tout le temps, quoi. Voilà. Alors en parlant d'eau, on va peut-être en prendre un petit peu. Je rappelle qu'on est toujours à Vertou, place Saint-Martin, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Agricultivons. On parle d'eau. On va peut-être être noyé sous des trompes tout à l'heure, avec Vincent Barbier, les viticulteurs, avec Dominique Dognaud qui s'est exprimé à l'instant, éleveur. Par ailleurs, conseiller régional, je ne l'ai pas dit, avec Jean-François Bonnage qui est maraîcher, Michel Delomoy, arboriculteur, et Jacques Cassard, arboriculteur également. Dans la stratégie, c'était tout à fait intéressant, justement, ce que vous disiez, le fait, est-ce qu'on va chercher des espèces qui vont puiser le plus profond possible, là où la ressource peut être disponible, là où elle n'est plus à une surface encore un peu accessible. Comment ça se passe, monsieur Delomoy, de ce point de vue-là? Alors là aussi, quand une plante, quand on lui donne pas trop d'eau dès le début, surtout sur les cultures pérennes, de toute façon on le voit dans la vigne, hein, mais on le voit plus dans la vigne que dans les arbres fruitiers, mais même dans les arbres fruitiers, si on n'arrose pas trop le terrain, naturellement l'arbre il va chercher à descendre en profondeur, puisque l'eau, les ressources sont en profondeur aussi de l'eau. Donc naturellement les racines elles vont descendre pour chercher la moindre petite infractuosité pour trouver de l'eau. Donc voilà, faut laisser la nature aussi faire un peu. Plus on va amener d'eau en surface, l'arbre il est comme nous, hein. Nous on nous amène à manger, on reste assis à table, on nous amène à manger, on va pas le chercher. Et l'arbre c'est pareil. Si on lui amène beaucoup à manger juste sur le sol, qu'on ne laisse pas faire, il ira pas chercher en profondeur. C'est là où sont les minéraux, c'est là où est une partie de la nourriture. Donc faut laisser un peu faire la nature et pas trop arroser. Le temps passe très vite, on m'a dit qu'on a encore 5 minutes de discussion. Je voudrais qu'on évoque, et j'en ai pas fait le sujet principal, même si ça fait la une, des journaux et des médias en général. Est-ce que ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, ces méga-bassines, est-ce que c'est l'exemple vraiment celui qui n'est absolument pas à suivre? Et qu'est-ce que, selon vous, pourquoi est née cette idée finalement qui apparaît de nos jours complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre, ça? Cette bassine, ces réservoirs d'eau à ciel ouvert, l'évaporation, peu d'exploitations qui en profitent. C'est quoi votre regard par rapport à ça, monsieur Delomoy, puisque vous avez la parole? Alors, mais la parole vous nous posez un peu une question un peu compliquée quand même. Prendre une position, c'est difficile, mais il est vrai que quand même, ce type de réserve, on ne peut pas dire qu'on est pour ce type de réserve, parce que c'est vrai que ça sert que quelques grosses exploitations pour un type de culture qui, on ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce que ça va aller vraiment pour l'alimentation? Est-ce que ça va aller pour alimenter enfin, on ne sait pas. Ouais. Au plus. Donc, et puis surtout, c'est la façon dont c'est fait, surtout. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se fait des réserves où l'administration nous dit, ok, d'accord pour faire des réserves, mais mettez du plastique dans vos réserves, quoi. Isolez vos réserves avec du plastique, alors qu'aujourd'hui, il y a des moyens naturels qui sont l'argile, de façon à isoler. Surtout, on nous dit, quand vous faites des réserves d'eau, et on en a besoin, vous avez tous compris, qu'aujourd'hui, faire une production sans eau, mis à part la vigne, et encore, quand on voit sur les jeunes plants, c'est difficile, il faut qu'on prévoit. Et faire des réserves, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être à la hauteur de son exploitation, c'est pas la peine de faire des choses immenses, à la hauteur de ses besoins, et puis surtout, le faire pour stocker l'eau au moment où l'eau, elle s'en va à la mer, et là, elle est perdue pour tout le monde. Peut-être la stocker l'hiver, de façon à s'en servir l'été. Parce que l'eau, elle sert à la plante. Mais elle n'a pas que cet effet-là aussi. Quand la plante, elle se nourrit avec l'eau, mais en même temps, elle rejette de l'eau dans l'atmosphère. Et le fait de rejeter de l'eau, elle fait quoi? Elle refroidit l'atmosphère aussi. Et ça permet de tempérer l'atmosphère. D'où, comme le disait Vincent, planter des arbres dans la vigne. Planter des arbres dans la vigne pour mettre de l'ombre. Et puis aussi rafraîchir l'atmosphère aussi, parce que l'arbre va évaporer beaucoup d'eau. On dit qu'un hectare de verger, en période chaude, avec du vent, des vents d'est comme on a eu l'an passé, en 2022, on évapore entre 50 et 65 mètres cubes d'eau à l'hectare par jour. Donc cette eau-là, il faut la trouver quelque part. C'est considérable. D'accord? Il faut la trouver quelque part. Nous, notre métier arboriculteur, c'est pas de ramener 100%. C'est de ramener une partie de cette consommation que fait l'arbre et la plante, de façon à ce qu'elle continue à vivre
et amener les fruits à sa production. Donc, faire des réserves, eh bien, nous, dans nos régions, on n'est pas sur des réserves comme ça, dans nos régions à nous. Et je pense que plutôt faire des réserves à la hauteur des besoins de son exploitation, mais faire des choses immenses, enfin voilà, on n'est pas vraiment pour. Et surtout, ce qu'on veut, c'est avoir un milieu naturel de façon à ce que la faune et la flore puissent se développer autour de ces réserves d'eau. Je prenais cet exemple, ça fait penser et je m'adresse à Vincent Barbier maintenant, à la question, l'eau c'est une ressource qui doit être partagée le plus équitablement possible. Évidemment, ça tombe sous le sens. Elle ne doit pas être accaparée finalement, voire elle est privatisée par des grandes compagnies, mais en tout cas pour vos métiers, il faut qu'elle bénéficie à tout un chacun. Oui, alors j'aime beaucoup. Moi, je veux pas faire de politique là tout de suite. J'ai aucun avis sur les méga bassines parce que techniquement, moi, je suis dépassé. Mais je vois qu'il y a des méga petites piscines partout en France, mais partout. Et je voudrais bien poser la question à tous nos concitoyens. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est de se baigner ou est-ce que c'est de manger? Après, on fait un arbre vraiment, on y va comme ça et puis on décide à la fin. Techniquement, je m'arrête là, moi je sais pas le fin mot de ces méga bassines. Donc je sais qu'en Vendée, il y a un réseau de méga bassines qui fonctionne depuis 30 ans et qui fonctionne plutôt bien, mais peut-être à destination de gros producteurs et j'ai pas le fin mot. Mais ce que nous disait M. Delemot, elle est sur la piste de l'argile, il semble quelque chose qui tombe sous le sens, évidemment. Est-ce qu'il faut changer, M. Degnaud, M. Cassard, par exemple? On dit souvent, vous parliez du maïs tout à l'heure, et on entend souvent, il faut planter du sorgho. Le sorgho, ça pompe beaucoup moins d'eau, ça a beaucoup moins d'eau. Est-ce que ça, c'est pas une légende urbaine, mais une légende rurale, par exemple? Est-ce que c'est un fake par les jeunes? Alors, on a effectivement, le sorgho est une plante qui consomme moins d'eau, mais elle produit aussi moins à l'hectare. Donc on peut aussi se dire qu'à partir du moment où on a besoin d'atteindre le même volume de fourrage disponible, il faudra faire plus d'hectares. Donc en fait, au total, la consommation ne sera pas très différente. Voilà. Sur la question des méga-bassines, moi je rejoins ce qui a été dit par nos collègues, mais je trouve que la question du partage, c'est-à-dire, en fait, quand l'eau est abondante, on n'a pas besoin de se poser la question du partage. Là, on doit se la poser. Donc ça, c'est une donnée complètement nouvelle. La question de savoir quel type d'eau on récupère pour les remplir, ça c'est une première chose. Et là, effectivement, quand on est avec du pompage en nappe, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas capable de récupérer suffisamment les eaux de surface, eh bien, là, effectivement, il peut y avoir une difficulté, d'autant que les exemples du même titre, aujourd'hui en Espagne, et même dans un certain nombre de départements du sud de la France, les gens qui ont créé ces réserves-là ont déjà répondu à la question. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut même pas les remplir. Donc en fait, si on fait des ouvrages qu'on n'est pas capable de remplir à un moment, il y a quand même un questionnement à avoir. Et puis, à la décharge des gens qui ont, enfin des producteurs qui les ont mis en place, je voudrais dire qu'en fait, ils se sont basés sur une observation à la fois, des observations climatiques, des observations techniques, du milieu des années 2000, c'est-à-dire 2005. C'est à ce moment-là qu'ont été prises les décisions. Et qu'effectivement, en 15 années, bientôt 20, les données climatiques, scientifiques, température, sont plus du tout les mêmes. Et qu'effectivement, on voit qu'entre le moment où il y a eu la décision et le moment où on arrive finalement avec la mise en œuvre, eh ben on a des données très différentes. Et je pense que c'est ça qu'il faut effectivement mettre en place. Et puis, je pense que dire aujourd'hui que réouvrir la question des réserves dans des conditions, comme tu l'as dit Michel, plus favorables, donc sans doute plus adaptées à la taille des exploitations, sans doute dans des milieux plus favorables, parce que là, effectivement, on stocke sur les buts. Hein. L'idée, c'est d'avoir une déconnexion complète entre, finalement, le volume stocké et les sols existants. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne voie. C'est une voie qui a été prise à un moment, mais aussi dans un contexte et qui mérite peut-être d'être réouvert aujourd'hui. Je vais terminer en donnant la parole à trois invités qui ne sont pas exprimés depuis un moment. Est-ce que toutes ces stratégies, on voit bien, c'est vraiment un métier, hein, c'est-à-dire qu'il faut observer, il faut avoir les bonnes stratégies, il y a de la prise de risque, vous le disiez, monsieur Degnaud. Est-ce que finalement, ça ne va pas aboutir à une sorte de crise de la vocation agricole à ce moment? Est-ce que ça ne va pas décourager les jeunes qui vont se dire, mais là, je vais dans un bazar, et je pense à un autre terme, hein, pas possible, et j'ai même pas envie de tenter. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Cassard, à cause de ce problème de l'eau, qui est un problème très prégnant, je veux dire comme ça? Alors, entre autres, l'eau est un gros souci aujourd'hui. Alors, dans nos productions maraîchères et arboricoles, enfin, toutes les cultures un peu spécialisées, s'il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas de production, donc d'entrée de jeu. Si on recherche un terrain, s'il n'y a pas d'eau ou de possibilité d'arrosage, c'est même pas la peine. Donc ça peut décourager des candidats à l'installation, ça c'est très clair. Après, il y a bon nombre d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte
dans nos types de production. Et c'est vrai que ça peut en décourager plus d'un. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a à l'heure actuelle des grosses crises de vocation. Le renouvellement des générations n'est pas du tout assuré, ça c'est très clair. Alors que c'est un métier très noble qui nourrit la planète et là il faut le saluer. Alors tout le monde il nous estime très noble, mais concrètement il faut venir faire le travail, quoi. Et ça devient beaucoup plus complexe. Monsieur Benache, vous maraîcher, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes jeune? Oui. Vous n'avez pas l'air découragé, vous avez le sourire aussi. Est-ce que c'est un sourire de façade ou quelquefois vraiment on se dit tiens, je ne mettrai pas mes enfants là-dedans parce que ça va être trop compliqué dans 10-15 ans? Disons que c'est à nous, notre génération, de mettre en place dès maintenant les choses pour que nos enfants puissent reprendre dans les bonnes conditions en fait. En gros, si je plante des arbres, si je fais attention à mon sol, à ma réserve en eau et autres, je prémunis mes enfants de grosses déconvenues, quoi. Non, j'encourage les jeunes à s'installer. Au contraire. Pour faire ce métier qui est évidemment dont l'utilité n'est plus à prouver. Je vais terminer avec vous, Monsieur Barbier, viticulteur. Là aussi, malgré tout ce que vous me dites, enfin, là les collègues du Sud souffrent beaucoup. Ça reste un métier qui a du sens, qui a. Je suis pas jeune. Oui. Tout est relatif. Non, il y a du sens. On est très sollicité par des candidatures, des stagiaires, etc. Après, c'est vrai que dans notre exploitation, on a mis la préservation du vivant en 1. Et donc ça met du sens dans toutes nos actions. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai envie de garder l'espoir sur les vocations. Et puis, on n'a pas trop le choix. De toute façon, il va bien falloir qu'on mange. Et ce sera ça la solution. C'est trouver des vraies alternatives pleines de bon sens, du paillage, des arbres, vraiment pour que tous les agriculteurs, agricultrices puissent produire et nourrir les gens. Moi, j'insiste là-dessus tout le temps, quoi. On n'a pas le choix, il faut qu'on mange, il n'y a pas photo. Comme dit la philosophie orientale, la crise c'est l'opportunité. Exactement. Parfois. Monsieur Degnaud, et on va terminer après, Dominique Degnaud. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'en fait on a vu le prisme finalement de la quantité, à la fois de la quantité stockée et de la quantité consommée autour du cercle finalement de la production agricole. Mais on voit bien aujourd'hui que préserver les ressources, donc à la fois les nappes profondes, mais également l'eau qui peut pénétrer dans le sol, ça passe aussi par un frein total, voire un arrêt complet de l'artificialisation des sols. Et ça, c'est pas dans la main des paysans, c'est très clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter des mètres carrés qui vont être étanchés, enfin qui vont être étanches, eh bien en fait, ça veut dire que dans tous ces espaces-là, il n'y a pas de pénétration. Et je pense que ça, c'est vraiment une responsabilité de toute la société et de tous les citoyens. Voilà, je voulais l'ajouter parce que c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Et c'est important, ça veut dire que finalement, l'eau dans l'agriculture n'est pas qu'un problème agricole, mais un problème d'aménagement du territoire et d'artificialisation des sols. Voilà, et ça commence à la sortie de la porte de sa maison. Très bien, merci, c'était passionnant, merci beaucoup. Merci messieurs, merci infiniment. Et puis bon vent et bon courage pour vos productions. Vous produisez vraiment de belles choses. Merci pour ça. Je voulais remercier également à la technique Mathis Fouillé et puis Louison Bernard, chargé de mission agriculture. Je vais le dire comme ça, voilà, pour la ville de Vertou. Voilà, et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci.